C'est un véritable plaisir, comme je disais, de vous voir, de pouvoir aussi, à la fin, échanger avec vous. Donc le thème, comme vous le savez, de cette année au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, c'est le travail. Et nous avons pensé aussi qu'il est important de montrer les liens très variés entre esclavage et travail, avec de jeunes historiens et historiennes qui renouvellent cette approche des relations entre travail et esclavage. Je citerai par ordre de période d'abord Paulin Ismar, professeur Ismar, pardon, je ne sais jamais comment prononcer, même si on se connaît depuis des années. Donc Paulin Ismar, professeur d'histoire à l'université d'Aix-Marseille, directeur de l'ouvrage Les mondes de l'esclavage paru au Seuil, cette somme que vous pourrez retrouver, qui traite aussi de thèmes croisés sur plusieurs domaines de l'esclavage, et que Paulin présente juste après, à 15h45, à la Halle au Grain. Avec nous aussi Raëli Osqueraï, maître de conférence aussi à l'université d'Aix-Marseille, travaillant sur l'Empire ottoman, plutôt sur la période classique, 16e, 17e siècle, et va jusqu'au 18e siècle, avec un premier grand travail sur l'esclavage dans l'Empire ottoman, et à présent une recherche en cours sur les formes du travail dans cet empire. Avec nous aussi pour cet échange sur les liens entre esclavage et travail, Aurélien Michel, maître de conférence en histoire des Amériques noires à l'Université de Paris, auteur en 2020 au Seuil, mais on n'est pas que Seuil ici, enfin on n'a pas, mais au Seuil en tout cas d'un livre très important que je vous encourage à lire, Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial. Donc nous regrettons aussi l'absence de Dominique Rogers. Elle est aux Antilles, on pensait la faire intervenir par visio, puisqu'on a été une période complètement marquée par les visioconférences, mais elle ne pouvait pas. Il n'empêche que on essaiera aussi d'évoquer le cas des Amériques par la présence d'Aurélien Michel. Donc, on va procéder de la sorte, c'est-à-dire que je poserai des questions et chacun des intervenants répondra. Ça sera un échange d'une quarantaine de minutes et ensuite, j'espère que vous pourrez aussi poser vos questions. Donc, je vais commencer d'emblée, si je n'oublie rien, peut-être par la période antique. Et le but aussi de cette rencontre, c'est aussi de vous étonner, de vous surprendre aussi sur les formes de travail dans l'esclavage ou sur les liens entre travail et esclavage. Et je voulais commencer justement par ce type d'étonnement. Sur la période antique, il y a une longue tradition parmi les historiens qui serait de dire que l'esclavage n'a pas forcément permis l'éclosion de la forme travail. Et vous, Paulin, vous allez à l'encontre de cette idée-là. Oui, alors, disons que plus exactement, le point de départ, c'est l'idée, tout simplement, selon laquelle dans les sociétés anciennes, dans la société grecque comme dans la société romaine, le travail n'existe pas. Il faut d'abord partir de ce point de départ, c'est-à-dire la notion de travail n'existe pas, il n'y a pas de mot, ni en latin ni en grec, qui peut désigner ce que nous, on entend sous le terme de travail, c'est-à-dire un concept englobant qui peut réunir des tonnes d'activités différentes et qu'on destine des activités productives ou non productives, des métiers manuels ou intellectuels, mais qu'on réunit sous la catégorie de travail, ça n'existe pas dans le monde grec comme dans le monde romain. En grec, par exemple, il y a deux termes, celui d'ergon, celui de ponos. Ergon, c'est l'acte. Pour le dire très très vite, ponos, ça renvoie plutôt à la notion d'effort, mais il n'y a rien équivalent à la notion de travail. Donc les historiens se sont longtemps demandé pourquoi est-ce que le travail n'existe pas. Et ils ont très souvent imputé cette non-existence du travail au fait qu'il s'agissait de sociétés esclavagistes, c'est-à-dire des sociétés dont l'essentiel de leur base productive reposait sur le travail des esclaves. Puisque dans l'esclavage, si on recherche une définition vraiment minimale, disons que le droit de propriété qu'exerce un maître sur son esclave porte de façon indifférenciée sur son corps dans son intégralité et sa capacité de travail. Donc il n'y a rien dans la figure même de l'esclave qui différencie
sa personne de son travail. Et donc, l'esclavage aurait empêché que le travail comme catégorie abstraite émerge. Et pour ça, alors c'est ce que disait d'abord et avant tout pour nous un très grand historien des mondes anciens qu'est Moses Finlay, que répétait un anthropologue comme Vernon, mais en fait tout ça remonte à Marx, puisque dans le Capital, Marx lui-même dit que pour que le travail apparaisse, en fait, il faut quelque chose comme... En fait, il identifie le travail au salariat, puisque c'est dans le salariat qu'il y a une distinction entre le corps même du travailleur ou la personne du travailleur, et puis ce qu'il vend, c'est-à-dire sa force de travail durant un certain temps. Donc, voilà, c'est d'une façon cette idée-là qui a dominé pendant très longtemps les études sur le travail antique. Alors, moi, ce que j'ai essayé de montrer pour répondre à ta question, c'est qu'en réalité, c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand on observe la façon, je ne sais pas si on y reviendra, mais la façon dont en fait le travail servile se développe en Grèce, mais c'est vrai aussi à Rome, ce qui est particulièrement notable, c'est le développement exponentiel à partir, en gros, du 5e siècle avant notre ère, du mode d'exploitation indirecte des esclaves. Et en particulier, une forme très singulière, qui est la location d'esclaves, ou le louage d'esclaves. En droit, on parle plutôt de louage d'esclaves. C'est-à-dire le fait des propriétaires, alors on en connaît pas mal en fait, ne serait-ce que dans l'Athènes du 5e siècle, qui possèdent un nombre considérable d'esclaves, qui ne les utilisent pas pour les faire travailler sur leur propre propriété ou dans leur domaine, mais qui les louent à des entrepreneurs qui les exploitent pendant un certain temps. Et il y a des secteurs entiers de la production qui reposent intégralement sur le louage d'esclaves. Et c'est une forme quand même très originale des structures esclavagistes antiques, où l'esclave sert pas seulement de force de travail, mais aussi de capital qu'on peut faire fructifier par ce système du louage d'esclaves. Et c'est dans ce contexte particulier que le droit romain, et ça c'est un immense romaniste qui l'a très bien montré, Yann Thomas, c'est dans ce contexte que le droit romain en est venu progressivement à devoir dissocier, dans le cadre du louage d'esclaves, c'est un peu technique, mais je pense que c'est absolument fondamental, le corps même de l'esclave qui appartient toujours au propriétaire, et son travail qui est mis à disposition de celui qui loue l'esclave et qui exploite sa force de travail. Et donc, c'est à l'intérieur même de l'esclavage qu'on a cette première dissociation que Marx imputait au capitalisme de la fin du XVIIIe siècle. C'est à l'intérieur de l'esclavage qu'on a cette distinction entre le corps du travailleur et sa force de travail qui, elle, peut être aliénée, peut faire l'objet de transactions. Et là, il y a quelque chose, de manière latente, comme une conceptualisation du travail qui apparaît. Mais ce qui est très frappant, du coup, c'est que dans des sociétés esclavagistes comme celle de l'Antiquité gréco-romaine, c'est à l'intérieur même de l'esclavage, alors même que dans le travail libre, c'est-à-dire le travail accompli par les hommes libres, le concept de travail n'existe pas. C'est à l'intérieur même de la structure esclavagiste, dans le droit de l'esclavage romain, qu'il y a quelque chose comme la notion de travail qui émerge. Et juste une relance, et après on passera au cas ottoman. Donc on n'a pas vu cette conceptualisation du travail très longtemps avant le travail de Yann Thomas sur le droit romain, en fait. Ça n'a pas été perceptible. Oui, alors ça n'a pas été perceptible. Et par ailleurs, Yann Thomas suggérait, alors là c'est un peu vertigineux, mais c'est incroyablement fécond, je pense, que les catégories même du droit romain, dans le cadre du louage d'esclaves, donc c'est des catégories très précises, locatio operae notamment, c'est les catégories ensuite que les juristes imprégnés de droit romain à la fin du 19e siècle en Europe utilisent pour penser le contrat de travail tel qu'il va se développer et qui se formalise en droit à la fin du 19e siècle essentiellement. Mais avec ces catégories romaines, de toute façon, elles ont une très 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 longue durée, mais qu'elles naissent à l'intérieur même de la structure esclavagiste, c'est quelque chose de très très important. Donc ça permet, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ça déjoue toutes les représentations beaucoup trop simplistes, téléologiques, qui laissent supposer qu'il y aurait d'un côté le travail servile ou l'esclavage, et puis de l'autre côté l'avènement
dans la modernité, dans le capitalisme, à partir, disons, du XVIIIe siècle, du travail libre. On pourrait opposer terme à terme, comme ça, le travail libre et le travail servile. C'est en fait beaucoup plus compliqué. Et je voulais aussi voir avec vous le cas de l'Empire ottoman, parce que c'est un cas aussi d'abord peu connu du grand public, aussi parce que quand il est un peu connu ou qu'on s'y intéresse, on a plutôt la vision des harems, des palais, avec des esclaves plutôt domestiques, très peu la vision d'esclaves au travail. Le lien peut-être avec la Grèce, c'est aussi une forme de droit romain aussi qui a été héritée dans les structures de l'Empire ottoman. Donc la même question pour Khairi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une distinction esclave-travail? Est-ce qu'on peut la retrouver? Est-ce que le travail se retrouve lui-même catégorisé dans l'action des esclaves? Oui, on peut déjà dire que à travers la jurisprudence des contrats, par exemple, il y a cet héritage romain par rapport à la location de la main-d'œuvre, mais aussi à la location des biens. C'est très parallèle. Le seul problème par rapport aux dynamiques donc de louage, par rapport aux dynamiques notamment sociales, c'est que on présuppose qu'il y a une équivalence entre les deux parties qui réalisent le contrat, qui sont sur un pied d'égalité, que ce n'est pas du tout le cas. Donc, quand un propriétaire loue son esclave à un autre particulier, par rapport à la distinction, donc les esclaves, en gros, dans le monde du travail, côtoient des personnes d'autres statuts. Donc, il n'y a pas de métier ou profession, domaine de production qui soit propre juste aux esclaves. Mais donc il y a une coexistence de différents statuts. D'ailleurs, ce qui est très compliqué, c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est plutôt d'étudier, la graduation de différents statuts qui subissent des formes différentes de contraintes au travail. Il y a toujours quand même un rapport de subordination quand on ne travaille pas sur son propre compte, à son propre compte. Mais il y a, par opposition aux esclaves, donc il y a cette catégorie juridique abstraite du fait d'être libre. Mais c'est une définition très minimaliste de la liberté en droit qui consiste à affirmer que il suffit de ne pas être esclave, en fait, pour être qualifié de libre. Sauf que sur les mêmes chantiers, par exemple, dans l'extraction minière, vous aurez des paysans volontaires à qui on a offert des exemptions fiscales en contrepartie de faire le dur travail très mortel de mineurs. Il y aura des condamnés de droit commun qui font de l'extraction minière. Il y aura des soldats conscrits pour qui c'est une phase de stage avant d'entrer dans un corps militaire prestigieux éventuellement. Et il y aura, par exemple, des esclaves appartenant à l'État. Il y a des esclaves des entrepreneurs. Il y a des esclaves loués à d'autres particuliers pour lesquels leurs propriétaires n'avaient pas songé, par exemple, en réalisant l'achat, qu'ils en feraient des mineurs un jour. Mais c'est bien que vous abordiez les formes concrètes, parce que je pense qu'on a démarré assez vite sur des idées forces. Et c'est intéressant de prendre des cas concrets, parce que aussi, dans ce cas ottoman, on ne perçoit pas en fait les formes de travail qui étaient en cours. Et vous expliquez qu'en fait, il n'y a pas d'un côté les libres et les esclaves de l'autre, il y a une graduation de situation. Et sur les lieux de travail, il y avait aussi des gens de conditions et de statuts juridiques assez différents, et du coup de travail, on pourrait dire libre et servile, était toujours entremêlés. Est-ce que vous pouvez donner aussi d'autres cas comme ça de travail où plusieurs types de personnes se retrouvent sur les mêmes scènes? On peut penser aux galères, par exemple, les galères du sultan. Parce que ça, les gens ignorent, ils ont une idée quand même d'un travail servile séparé du monde des hommes libres. D'ailleurs, pour ce qui est des galériens, donc c'est vrai pour la Méditerranée entière de toute manière. Donc qu'on se situe du côté espagnol, français, voilà, des villes italiennes qui ont des flottes, ou dans l'Empire ottoman,
à chaque fois que vous avez affaire à des rameurs sur des galères militaires, disons, vous avez aussi des condamnés de droit commun, des esclaves achetés, des captifs en attente de leur rançonnement aussi, hein. Mais provisoirement, ils font ce travail. Il y a des salariés aussi, il y a des volontaires, il y a des gens donc qui appartiennent à des corps militaires parfois. Mais on peut songer, par exemple, à des chantiers de construction de grandes mosquées à Istanbul, pour lesquels on a, pour le XVIe siècle, par exemple, des comptes, des registres comptables très détaillés, donc où il y a la mobilisation de milliers d'ouvriers du bâtiment. Et là, on aura des esclaves appartenant au sultan, une majorité quand même d'artisans libres, et donc leurs agents, disons, apprentis ou salariés dans le cadre des corporations, sachant qu'ils effectueront, par exemple, disons, en tant que maçons, ils feront exactement le même boulot, sauf en étant rémunérés différemment. Et d'ailleurs, pour qualifier l'esclavage au travail, il suffit pas du tout de dire qu'ils sont pas rémunérés, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions où des esclaves sont rémunérés, et où ils sont capables aussi d'accumuler une somme considérable d'argent qui va faire l'objet parfois de leur affranchissement et des différentes négociations avec leurs propriétaires. Mais j'ai un peu perdu le fil, mais oui, disons que il y a des conditions de travail identiques, tout en étant rémunérés différemment, et peut-être, justement, il y a la soumission à une surveillance physique plus ou moins dure, dans le cas des esclaves sur des chantiers impériaux, par exemple, parce que ils seront sous surveillance un peu, voilà, de gardiens qui vont d'ailleurs les enfermer quelque part la nuit éventuellement. Mais en tout cas, ils vont se nourrir, ils vont occuper exactement les mêmes tâches et travailler les mêmes heures pendant la journée. Sauf que à la fin de la journée, ou bien dans la vie en général, ils évoluent un peu différemment d'autres ouvriers dans ces chantiers. Oui, je tiens à dire, et je donne la parole à Aurélien Michel, c'est que le cas ottoman n'est pas spécifique en Méditerranée au XVIIIe siècle, hein. J'ai travaillé assez récemment, par exemple dans les États du pape, le pape a des galères lui-même aussi, et un tiers des galériens sont ce qu'on appelle des hommes qui viennent travailler sur les galères de bonne volonté, comme on disait, des forçats, comme vous le savez aussi, sur les galères, et aussi des esclaves d'origine souvent maghrébine ou issus du centre de l'Empire ottoman. Donc là aussi, il y a un lien, sauf que la nuit tombée, les galériens esclaves sont enfermés ensuite dans une prison. Et là, j'en viens à un cas qui est un peu dans la même période, 18e, 19e siècle, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique noire, ce que vous appelez les Amériques noires. C'est, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une indistinction, un lien comme ça entre le travail des hommes libres et le travail des esclaves, ou une forte distinction, et où vous placez le curseur? Est-ce qu'il y a un gradient comme on le voit dans l'Empire ottoman, où c'est complètement différent, concrètement d'ailleurs? Oui, alors avant d'être concrète, je vais peut-être revenir sur la question de la catégorie du travail et de cette notion de travail qui serait de ces liens avec l'esclavage, mais aussi en rebondissant sur cette idée que les esclaves ne se définissent pas par leur situation au travail. La preuve, c'est qu'on trouve des situations très diverses et qui toutes ne renvoient pas à la même image qu'on peut avoir justement de la représentation du travail esclave aux Antilles au XVIIIe siècle, qui est quand même très présente dans nos imaginaires. Alors, d'abord, et je rebondirai aussi sur cette notion du travail dans le contexte de l'esclavage, c'est d'essayer de réfléchir ce que l'esclavage fait à la notion de travail. Ou plutôt, parce que l'esclavage n'est pas... Enfin, le travail, je dirais, l'exploitation de l'activité productive n'est pas l'unique finalité de l'esclavage. L'esclavage permet bien d'autres choses, et d'ailleurs... bien d'autres appropriations, bien d'autres aliénations. On pourrait dire très simplement que l'esclavage, parce qu'il procède d'une rupture fondamentale qui extrait l'individu de la société, qu'il en expulse, cet individu étant étranger à cette société, toutes ses activités humaines sont susceptibles d'être aliénées. Et parmi ces activités, il y a l'activité productive. Et ce qui est fondamental, c'est de comprendre comment ce procédé même de l'esclavage
finalement, désencastre d'effet le travail, l'activité productive, pour lui donner ce nom pour l'instant, de tout autre engagement social, de tout ce qui pourrait lier cet individu à la société, des rapports sociaux, des rapports de droit, des rapports politiques, etc., etc. Et c'est ce qui rend possible l'aliénation de son activité productive. Or, de ce point de vue-là, on retrouve ce qui a été évoqué par Paulin pour la Grèce ancienne, exactement de la même manière, à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la transition, disons, des systèmes esclavagistes vers les formes qu'on connaît du salariat industriel, etc., avec la même réflexion qui est comment continuer à utiliser cette activité productive qui est fournie dans le contexte de l'esclavage, c'est-à-dire dégager de tout autre engagement social, notamment, je voudrais insister sur 2 points, le fait que du coup cet esclavage, enfin ce travail, disons, n'a plus à voir avec la question du peuplement et n'a plus à voir avec la question de la reproduction des générations, qui sont 2 aspects qui sont en fait fondamentaux et qu'il faut toujours prendre en compte. Or, ce que permet l'esclavage à cette période, et c'est ce qui explique aussi la réflexion des économistes et des libéraux, disons, qui ont pensé cette économie industrielle, c'est la possibilité de se dégager de ces contraintes, de penser le travail de façon dissociée du rapport politique, du rapport du peuplement des territoires, du rapport de la transmission des générations. Et c'est ce qui me paraît montrer, disons, le plus simplement, cette continuité très forte qu'il y a entre le travail esclave et le travail salarié, de la manière dont il est conçu dans la pensée économique moderne. Et en effet, voilà, je peux peut-être dire juste quelques mots là-dessus. La discussion qu'il y a eu à la fin du XVIIIe sur la façon de cesser l'esclavage, enfin d'envisager la fin de l'esclavage, a porté justement sur le travail, sur essayer de comprendre combien ça coûte, combien ça dure, combien il faut investir, est-ce qu'il faut le déplacer, pas le déplacer, etc. Et ces réflexions-là, où il y a eu beaucoup d'intervenants, je pense à Condorcet, Turgot, etc., etc., cette réflexion-là, eh bien, elle porte précisément sur cette activité productive, isolée, libérée, je dirais, de tout autre engagement social, et du coup, un objet qui peut être rationalisé, qui peut être géré, qui peut être stocké, qui peut être financiarisé, et qui va largement accompagner les réflexions économiques au début du XIXe, avec l'entrée de la production industrielle. Mais du coup, vous ne voyez pas les abolitions comme un moment de rupture, vous voyez en fait le travail moderne comme foncièrement lié dans ces expériences, dans la comptabilité par exemple, à des expériences d'esclavage antérieures. En tout cas, la conception et la réflexion parmi les économistes de cette époque s'appuient largement sur un diagnostic, un bilan de ce qui se passe dans les plantations esclavagistes. Et c'est pour répondre en partie à cette question que des catégories vont ensuite permettre de penser le travail, de penser les systèmes sociaux et plus tard les systèmes de protection sociale aussi qui auront pour logique de finalement réencastrer le travail, réengager le travail avec d'autres aspects de la vie sociale, la protection, les liens entre les générations, etc., etc. Et pour refaire un nouveau tour, mais en repassant d'abord par là, puis ensuite en revenant à la Grèce antique, dans votre travail, et notamment dans votre ouvrage le plus récent, vous insistez beaucoup sur ces questions de race et racialisation. Et comment on peut le mettre en lien avec le travail, en fait? Comment est-ce que c'est important, l'exploitation des esclaves, la racialisation et la notion de travail? Alors, sans m'aventurer trop loin, parce que c'est pas tout à fait le sujet de la table. Oui, mais moi, ça m'intéresse. Je dirais que, en tout cas, mon approche de la race, qui peut être discutée, bien sûr, c'est de comprendre comment justement la race et, disons, le préjugé, les rapports sociaux qui sont provoqués qui sont liés à la race et à la racialisation, c'est d'une certaine manière une façon de perpétuer cette
extraction de l'individu, c'est ce désencastrement de ses activités humaines, y compris ses activités sexuelles, tout ce qui fait de lui un être humain, en fait, et toutes les activités qui sont liées, dont le travail, et que donc, en partie, dans cette réactivation de cette rupture bien particulière, il y a la possibilité de nouvelles dominations, de nouvelles violences, qui vont, par exemple, être essentielles dans le développement de l'empire colonial au XIXe siècle. Oui, je l'évoque pour l'Empire ottoman parce que dans l'Empire ottoman et dans d'autres régions, malgré tout, il y a des formes de travail qui correspondent à certains types de groupes. Par exemple, c'est très peu connu dans cette salle, mais dans l'entourage du sultan, il y avait des hommes et des femmes qui venaient de régions très particulières, notamment des régions du Caucase. Et certaines fonctions subalternes dans les sociétés ottomanes étaient davantage occupées par des hommes et des femmes qui venaient de l'ouest ou de l'est de l'Afrique. Donc je ne sais pas si tu veux t'aventurer sur ces questions-là, mais racialisation et travail, en fait. Oui, c'est pas forcément surtout en histoire du travail que je me focalise là-dessus, mais bien sûr plus largement pour l'histoire de l'esclavage, il y a quand même une dimension, disons, ethnicisée, hein, c'est certain, notamment à cause du fait que les esclaves recrutés par les Ottomans, dans l'immense majorité, sont extérieurs à l'Empire. Et donc, et le critère principal, c'est juridique, politique et ils ont de nature religieuse, disons, pour pouvoir faire des esclaves. En gros, ce sont des infidèles capturés dans une guerre légale à l'extérieur des domaines de l'Empire. C'est ça le critère de base. Après, il y a toute une littérature d'ailleurs qui est pré-ottomane, qui est médiévale, qui remonte même à l'Antiquité gréco-romaine aussi. Donc, sur la physiognomonie qui consiste justement à associer des traits physiques externes à la personnalité, aux qualités, disons, intellectuelles. Donc voilà, la forme du nez va justement traduire le fait que vous êtes intuitif ou non, etc. Donc, ce qui se développe à l'infini. Il y a donc toute une littérature d'origine médicale, mais voilà, qui a une dimension un peu mystique aussi, finalement, où on va faire des classements de groupes ethniques, donc des peuples du monde entier tels qu'ils sont connus à ce moment-là, pour justement faire la schématisation par exemple, des tâches pour lesquelles ils sont bons ou mauvais. Et à cet égard-là, il y aura, par exemple, déjà ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure, c'est, par exemple, oui, bien sûr, les eunuques ne sont pas recrutés n'importe où. Ça, c'est certain. Voilà, c'est certaines parties de l'Afrique subsaharienne, certaines parties du Caucase qui fournissent ces eunuques-là. Et par exemple, pour surtout le travail sexuel et de reproduction, il y a, par exemple, oui, une préférence très prononcée pour les femmes du Caucase et certaines parties de l'Europe, disons, orientale ou septentrionale. Mais d'ailleurs, à cet égard-là, plus généralement, on peut dire que une des fonctions principales de l'institution servile chez les Ottomans, c'est une sorte de politique de recrutement et de migration forcée à grande échelle sur plusieurs siècles, tout en générant un commerce très lucratif pour les marchands, mais avec un objectif démographique populationniste qui consiste à augmenter les rentes des contribuables, des fidèles du sultan, éventuellement pour faire gagner de nouveaux membres, par exemple, à la religion musulmane. Tout en maintenant, bien sûr, les non-musulmans de l'Empire qui sont donc une source fiscale et de spécialisation professionnelle considérable. Mais arracher des gens à leurs racines, à leur pays aussi, c'est une manière plus ou moins assurée de les rendre fidèles, obéissantes. Sauf que, bien sûr, il y a énormément de résistance servile, il y a des maîtres qui se font assassiner. Et les registres juridiques où on a, par exemple, des actes d'achat et d'affranchissement sont également remplis de cas d'esclaves fugitifs appréhendés, par exemple, qui vont retenter la fuite éventuellement à la première occasion. Voilà, je m'arrête. Et Paulin, est-ce qu'on voit aussi ce type de distinction d'origine en fonction du travail d'esclaves, location des esclaves, où il n'y a pas ce type de spécialisation ? Non, non.
C'est-à-dire que moi, je pense que de toute façon, de manière générale, on ne peut pas parler de race et de racialisation pour les sociétés gréco-romaines. Qu'il y ait des formes d'altérisation, d'infériorisation, et même de discours qui naturalisent l'infériorité statutaire des esclaves. Évidemment, bien entendu, ça existe dans le monde grec et romain. Qu'il y ait par ailleurs des préjugés à l'égard des peuples étrangers à l'hellénisme ou extérieurs à l'Empire, la littérature ancienne en est pleine, évidemment. Mais tout ça ne se cristallise pas dans un discours sur la race, et la race n'est pas un motif pour asservir telle ou telle population. Et donc moi, j'ai lu Aurélien Michel, et donc je crois que la race, c'est quand même avant tout une création de l'histoire atlantique, de l'histoire de la traite transatlantique. Mais donc, ça va aller jusque-là plutôt en termes de spécialisation par origine, oui. Je crois pas. Enfin, c'est-à-dire que on voit énormément de traces, par exemple, dans l'activité minière. On voit énormément de Grecs qui sont esclaves pédagogues à Rome au 2e, 1er siècle avant. Mais à ma connaissance, il n'y a pas véritablement de discours articulé qui assigne tel ou tel type de métier en fonction de la provenance des esclaves. Et de manière générale, quand même, un peu comme ce que disait Aéry au sujet de l'Empire ottoman, une des spécificités des sociétés anciennes, et ça les distingue quand même radicalement des mondes du travail par exemple, aux Amériques, c'est qu'il n'y a pas un métier qui n'est pas digne d'un esclave. C'est-à-dire que les esclaves, on les retrouve dans tous les secteurs de la vie professionnelle, et dans tous les secteurs de la vie professionnelle, presque, peut-être à l'exclusion du travail des mines, et encore, ils cohabitent dans leur espace de travail avec des libres. Alors ça, on peut dire, et c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps, et je pense que c'est discutable, ça traduit bien le mépris des sociétés anciennes à l'égard du travail. C'est-à-dire que le travail n'est pas vecteur d'une identité personnelle. Donc, de toute façon, le travail est tellement méprisé qu'il est considéré a priori comme une activité digne des esclaves, et certains libres le font, évidemment, aux côtés d'esclaves, mais malgré eux. En tout cas, c'est pas là que leur identité personnelle s'exprime. Bon, en fait, c'est un discours un peu simpliste, je pense, très discutable. Mais les esclaves se retrouvent dans tous les types d'activités, et il n'y a pas de spécialisation ethnique véritablement. Mais de toute façon, parce qu'il n'y a pas non plus de spécialisation ethnique de l'esclavage lui-même. Je veux dire, dans le monde grec, une des spécificités, c'est quand même que n'importe qui peut être esclave à partir du moment où vous quittez votre cité. Parmi les esclaves, on trouve des Grecs il suffit, à l'extérieur de leur cité. Vous quittez la frontière de votre cité, vous pouvez être mis en esclavage par un autre Grec. Et des non-Grecs, bien évidemment. Mais donc, on est quand même dans un cadre très différent. Oui, donc dans ce que vous expliquez, c'est que d'un côté, à la base, ceux qui travaillent peuvent être des libres et non libres et se côtoient, mais que ceux qui des libres donnent des esclaves donnent des ordres à des libres dans certaines configurations de travail. On voit, mais je pense que il y a exactement la même chose dans les grandes villes de la Méditerranée d'époque moderne. On voit des esclaves qui sont placés par leur maître sur des établissements, qui tiennent une boutique, qui tiennent des ateliers, qui peuvent acquérir des fortunes à la tête de ces ateliers, fortune qui en dernière instance appartient toujours au maître. Ils ne sont pas propriétaires, à proprement parler, de ces biens. Et dans ce contexte-là, ils donnent des ordres à des libres. Voilà. Mais il n'empêche que la hiérarchie statutaire demeure et que la grande division cardinale entre libres et esclaves est quand même ce qui structure ces sociétés. Ça, c'est intéressant sur ces formes d'esclaves qui sont plutôt hauts dans la hiérarchie du travail, qui peut nous surprendre et qu'on retrouve aussi dans l'Empire ottoman, en fait, avec une accumulation de richesses, mais qui est jamais la leur, qui revient ensuite au sultan, et cette richesse peut ensuite être confisquée, en fait. Donc on peut évoquer ce type de cas, pas de l'esclave patron, mais de l'esclave qui donne des ordres à un travailleur qui peut être libre ou non libre. Oui. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut distinguer deux types d'esclaves, ceux qui appartiennent au sultan personnellement et ceux qui sont la propriété de personnes privées. Les esclaves, disons, qui relèvent du domaine du sultan, déjà, correspondent à quelques exceptions qui ne concernent pas, justement, disons, le monde
des propriétaires privés, très rapidement, c'est que le sultan peut les mettre à mort arbitrairement, sans décision de justice, ce qui n'est pas du tout parmi les prérogatives de propriétaires privés d'esclaves. Ils n'ont pas du tout ce droit de mise à mort. Et puis, les esclaves du sultan ont la possibilité d'entretenir une fortune privée et de posséder leurs propres esclaves à leur tour, tout en demeurant esclaves du sultan. Et d'ailleurs, parmi les personnes les plus riches et qui aussi accèdent aux postes les plus importants de l'Empire, on trouve des esclaves du sultan, donc qui accèdent au grand vizirat, etc., tout en maintenant leur statut servile. Mais du côté du monde, disons, des propriétaires privés, il y a donc cette particularité en droit où un propriétaire peut autoriser son esclave à exercer, par exemple, des activités professionnelles, commerciales en son nom, et donc à agir comme n'importe quel marchand ou artisan libre dans la société, donc pour gérer un capital, une entreprise, une activité de production, y compris pour salarier des personnes de conditions libres, ou acheter des esclaves pour le compte de son propriétaire également, et pour devenir une sorte de patron d'une entreprise, y compris pour, par exemple, parfois effectuer des voyages à l'étranger en faisant fructifier ce capital. Certains ne rentrent pas du voyage, mais il y en a qui le font quand même. Et d'ailleurs, là, ça va donner lieu à des échanges diplomatiques où, justement, par exemple, au roi de Pologne, on va écrire en disant que on est en quête de tel esclave qui a pris la fuite et maintenant c'est la responsabilité juridique du royaume de Pologne-Lituanie. Oui, j'insiste sur le fait que on n'est pas en train de valoriser la figure de l'esclave patron. Dans les cas ottomans qu'on a pu étudier, Ray comme moi, il peut y avoir une confiscation de richesses abrupte avec assassinat direct. Donc, il n'y a pas une ascension sociale qui serait permanente. Mais dans d'autres cas, comme dans les Amériques, on retrouve ce type de phénomène. Oui, alors du coup, je vais en profiter pour parler des travaux de Dominique Rogers qui aurait dû être avec nous, parce que justement, elle montre aussi que ces situations intermédiaires ou beaucoup plus complexes en réalité, c'est aussi la situation de des sociétés antillaises, contrairement aux représentations qu'on peut avoir avec le travail esclave dans la plantation, très dur, etc. Bon, évidemment, c'est le cœur du système, on est d'accord, mais au bout d'un siècle et demi, il y a une société beaucoup plus complexe qui s'est construite dans ces régions, avec justement des situations très diverses, des propriétaires d'esclaves qui possèdent un seul esclave. Parfois, c'est le propriétaire qui travaille sous les ordres de l'esclave. Et ça, on en documente beaucoup de ce genre de situations. Et donc, de la même manière, il faut considérer, en fait, qu'est-ce que fait la condition esclave à ces relations de travail, à ces relations de pouvoir, plutôt que entrer par la description du travail en lui-même, ou du travail contraint, ou de la surexploitation, qui est évidemment un des aspects le plus marquants, il est vrai, des sociétés esclavagistes. Sur ces liens entre libres et esclaves dans le travail, on voit des formes de continuité que vous avez déjà commencé à développer dans la première réponse aux questions. Est-ce que vous pouvez y revenir? Parce que c'est vraiment un des apports de votre travail sur les formes de capitalisme récent, de la modernité. Alors, surtout, c'était pour rebondir sur un aspect de cette question dans cette table ronde, qui est l'opposition qu'on fait traditionnellement entre travail libre et travail esclave, puisque effectivement, ça a construit notamment des historiographies, tant sur les périodes anciennes que sur l'Empire atlantique, et parce que justement, cette discussion d'opposition entre travail esclave et travail libre a été cruciale à ce moment-là, fin 18e, début 20e, à propos, bien sûr, de l'abolition. Et donc, on reste quand même dans cette idée qu'il y a une chronologie. Alors, on a aboli l'esclavage et puis est advenu le travail libre, alors que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure, je crois, tout travail est une forme quand même de subordination à partir du moment où on ne travaille pas pour son propre compte. Et encore, on pourrait aussi déconstruire cette idée. Donc, ce que les historiens ont travaillé dans la dernière décennie, on va dire, c'est justement d'insister sur les continuités
entre travail libre, travail contraint, en prenant plusieurs aspects de la question, en mettant l'accent sur la coexistence de ces régimes à l'intérieur d'activités, par exemple les mines, où il peut y avoir une partie des travailleurs esclaves et une autre sous contrat, etc. Donc ça, c'est très vrai pour les Amériques, par exemple. Et que, du coup, ça oblige quand même à fortement déconstruire cette opposition, même si, par ailleurs, ça peut correspondre à des polarités politiques extrêmement importantes et structurantes dans la société, comme dans la société grecque ou dans la société même européenne moderne. Donc, ce que je voulais dire, c'est surtout que dans cette opposition qui pèse encore quand même sur nos représentations, on ne pose pas suffisamment la question donc de ce que le travail libre doit au travail esclave dans sa genèse, dans les catégories qu'il propose, notamment la productivité, le coût, les liens, les droits afférés au travail, etc. Dans les mondes de l'esclavage, il y a la seconde partie qui est très comparative, comme ça, et qui compare des cas différents à travers des questions précises, des thèmes très différents, comme l'affranchissement par hasard. Mais il y a aussi cette partie sur le travail. Est-ce que sur cette partie-là, on voit cette évolution d'indistinction, ou pas d'indistinction, mais de comprendre le travail contemporain en fonction des expériences de l'esclavage, ou est-ce qu'il y a des avis plus différents, plus tranchés, qui reconduisent l'idée qu'il y aurait une distinction très forte à partir des abolitions entre les expériences de l'esclavage et le travail contemporain? Cette question-là, en fait, elle traverse tout le champ de ceux qui travaillent sur l'histoire des esclavages, et à l'intérieur du livre, il y a des avis qui peuvent être sensiblement différents d'un auteur à l'autre. Il y a l'article travail dans la deuxième partie. Il y a aussi l'article capitalisme dans la troisième partie qui en parle assez abondamment et qui notamment fait connaître toute une école de pensée, essentiellement d'historiens américains, qui ont travaillé sur ce qu'on appelle maintenant le second esclavage, c'est-à-dire en fait l'esclavage tel qu'il se développe principalement en Amérique du Nord, mais aussi au Brésil après la fin de la traite, c'est-à-dire à partir du début du 19e siècle. Et c'est toute une école de pensée qui a très très bien montré le rôle des sociétés esclavagistes, et en particulier du sud des États-Unis, dans l'essor du capitalisme à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'essor de l'industrie textile en Angleterre sans le développement des plantations de coton dans le sud des États-Unis. Tout ça fait... Bon, et qui a très bien montré la rentabilité, la profitabilité du système esclavagiste américain à partir du début du 19e siècle, qui en fait change un peu de nature par rapport à ce qu'il était au 18e et au 17e siècle. Et il est pas mort parce qu'il n'était pas profitable. En réalité, il était tout à fait profitable, il était parfaitement intégré, il était même en pointe par rapport aux innovations du capitalisme américain dans le cours du 19e siècle, et aussi en partie du capitalisme européen. Et dans ce contexte-là, il y a toute une école, on en parle pas mal dans le livre, d'historiens américains, je pense à Caitlin Rosenthal, par exemple, qui travaillent sur les modes de gestion de la main-d'œuvre sur les plantations, et la façon dont ces modes de gestion de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le fait, en fait de comptabiliser, de rationaliser la main-d'œuvre servile, d'évaluer très précisément les coûts de cette main-d'œuvre, la façon dont on peut remplacer cette main-d'œuvre. Bon, et elle montre très bien qu'il y a des modes de gestion très très modernes, en fait, pour le début du 19e siècle, qui se mettent en place dans le monde des plantations et qui circulent en fait dans l'espace d'abord du nord des États-Unis et puis dans l'espace atlantique au sens large. Et en fait, il faut penser ensemble le développement de la grande usine dans le courant du 19e siècle et le développement des plantations, en particulier à partir du début du 19e siècle. Donc, de ce point de vue-là, il y a une histoire, disons, globale du capitalisme et de la gestion de la main-d'œuvre et du travail qui doit traiter ensemble l'esclavage et la révolution industrielle. Enfin, intégrer en tout cas pleinement l'esclavage à l'histoire de la révolution industrielle. Sur ce perfectionnement des techniques de comptabilité, des techniques de management à partir du cas des plantations, vous le retrouvez aussi dans le Brésil du 19e siècle. Comment est-ce que vous le...
Alors là, il y a une chose très intéressante et qui différencie les États-Unis du Brésil à ce moment-là, c'est que les États-Unis ont aboli la traite. Donc ils ont développé même une activité productrice fondée sur l'esclavage, mais avec un rapport, disons, à la population esclave et aussi à la gestion de la plantation qui est forcément différent que celui de la plantation, on va dire, classique atlantique, où la main-d'œuvre est sans cesse renouvelée par le marché. Et donc, il y a tout un tas de questions qui ne se posent pas sur les conditions de vie, de travail. Puisque de toute façon, la durée de vie d'un esclave dans la plantation étant si courte que la planification, la comptabilité se fait dans ces temporalités. Or, et le Brésil, dans la première moitié du 19e, continue sa traite. Hein. Elle est même plus importante que jamais. C'est la période où elle est la plus importante d'ailleurs. Donc, en fait, ne quitte pas cette logique de la plantation atlantique. Sans doute que ce qui se passe dans les plantations états-uniennes à ce moment-là est légèrement différent. Et on en revient justement à cette continuité très forte, c'est-à-dire ce management en réalité, oui, du travail dans les plantations, qui a été effectivement aussi construit par une série d'expériences. Ce que montre aussi cette historiographie, c'est l'importance de la gestion de la violence, de la contrainte. En fait, la contrainte s'obtient par la violence, et donc il y a toute une gestion, un management de cette violence, recruter les bons opérateurs, avoir des techniques d'intensification du travail, etc. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec la liberté du travail, et pourtant, c'est largement compatible, et au contraire, ça favorise le développement de la productivité, et donc ça participe d'une révolution économique majeure. Et une dernière question sur le cas ottoman. Cette histoire comme ça du management, de l'amélioration des techniques de la rentabilisation du travail, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été fait, cette histoire-là, pour l'Empire ottoman. Parce qu'on a longtemps pensé que cet esclavage dans l'Empire, c'était plutôt un esclavage domestique, un esclavage de cour pour les élites. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un questionnement similaire que celui qui a été posé pour les Amériques, pour cet empire? Souvent, en fait, on pense l'émergence du capitalisme moderne dans ces régions-là par l'avènement, en fait, de l'impérialisme européen. Donc, c'est souvent pensé différemment. Disons que un cas équivalent de comptabilisation, de rationalisation, de l'extraction du travail et aussi de la mise à profit de l'investissement du propriétaire, ça se trouve par exemple dans les contrats d'affranchissement, plus particulièrement dans la soierie, mais généralement donc un affranchissement contractuel va se dérouler autour de quelques clauses. Donc, généralement, par exemple, on va établir une durée de service, 8 ans, 10 ans, 12, 20 ans, etc. Et donc, c'est un acte notarié enregistré au tribunal. Et parfois, donc, on trouve des cas d'esclaves qui annoncent la fin du contrat, sachant que le propriétaire n'a toujours pas respecté son engagement initial. Parfois, donc, ça peut être aussi échelonné, disons, sur la durée de service, mais on va demander le versement de telle somme d'argent, par exemple, au bout ou non d'une certaine durée de service. Les deux peuvent être dissociés ou conditionnés. Et parfois, donc plus concrètement dans les ateliers de textile, il peut y avoir le critère de production de telle quantité d'étoffe après quoi on aura obtenu sa libération. Et quand on fait le calcul, par exemple, du coût de la main-d'œuvre sur cette durée de travail par rapport à l'achat initial, donc dont on a à peu près les prix moyennes par année ou par décennie, on se rend compte, voilà, du calcul rationnel que fait un propriétaire, disons investisseur. D'ailleurs, sauf les plus riches, sauf les détenteurs de grandes fortunes, généralement, on ne peut pas se permettre de posséder des esclaves indéfiniment, parce que ça a un certain coût. Et l'affranchissement amène avec soi aussi un certain avantage, disons, à l'ancien propriétaire, qui est le droit de patronage. Et surtout quand ils ont réussi à former professionnellement des esclaves qui gagnent de l'argent indépendamment, c'est qu'ils ont un droit péremptoire sur l'héritage des esclaves. Par exemple, quand les esclaves n'ont pas d'héritier, surtout, ça vient à la famille de l'ancien propriétaire. Et
ça dure sur plusieurs générations, en théorie. Donc voilà, ça pouvait même, dans les cas où on aurait identifié les ancêtres, en théorie, ça peut continuer même jusqu'à aujourd'hui, en fait. Avant de prendre les questions, juste de réaction. Non, mais si je comprends bien en fait ce que tu décris, en fait, on est dans une indistinction absolue entre salariat et esclavage, puisque et on achète éventuellement des esclaves pour les affranchir à terme. Donc c'est des contrats salariaux, enfin que nous qui équivalent à du salariat, puisqu'il y a une borne temporelle qui est fixée. On achète un esclave pour le faire travailler 4 ans, 5 ans, 6 ans, et il est libéré à terme. C'est ça. Oui, ils sont souvent libérés à terme. Oui. Ils sont souvent libérés à terme. Non, mais ça, c'est quelque chose de très original, parce que cette forme de l'affranchissement contractuel, par exemple, alors que... Mais il peut y avoir des affranchements qui ne sont pas contractuels. Hein. Oui. Il peut y avoir des naissances, enfin des femmes qui donnent naissance à un enfant avec un père musulman libre. Et là, c'est une autre forme, en fait, où la femme n'est pas affranchie qu'au bout d'un certain temps, après la mort du maître, je crois. Enfin bon, c'est intéressant de le penser en termes de contrat, mais il faut qu'on ouvre un peu. Mais Aurélia, oui. Oui, alors, juste pour rebondir, en fait, ça ressemble beaucoup au contrat d'engagement des engagés qu'on retrouve aussi dans cette période de transition. Je voulais juste revenir sur sur un exemple pour montrer à nouveau cette continuité dans la conception du travail par les capitalistes, on va dire. C'est à nouveau un cas, le cas du Brésil, qui justement développe considérablement une activité du café à la fin du 19e siècle, dans la dernière partie du 19e siècle, au moment de l'abolition. Et donc, il y a toute une anticipation pour essayer de se procurer, disons, la main-d'œuvre nécessaire à cette très rapide expansion. Et en fait, on voit très bien comment... il se trouve que les choix de ces planteurs se tournent vers la migration subventionnée de travailleurs européens, en particulier portugais et italiens. Il y aura au moins il y a plusieurs millions d'Européens qui arrivent en quelques décennies dans cette région pour y travailler comme colons, enfin comme travailleurs en fait, et que ce qui est important, c'est que ce sont les mêmes planteurs esclavagistes avec les mêmes filières négrières qui acheminent désormais des Européens vers les ports brésiliens, avec aussi la même comptabilité de plantation. Et donc des calculs sur la durée de travail, le nombre d'enfants, enfin est-ce qu'on prend des familles, est-ce qu'on ne prend pas des familles, etc., etc. Donc pour montrer à quel point, du point de vue strictement économique, il y a cette continuité très forte. Merci. Alors, je pense qu'on peut prendre des questions dans le public. Il y en a plusieurs, ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, je ne me suis pas renseigné auparavant, ou si c'est moi qui fais circuler. Bon, alors, à voix haute, du coup, donc, monsieur, et ensuite... ouais. Oui, je répéterai les questions si nécessaire. Le micro à cause du Covid. Oui, la question porte sur l'Empire ottoman, oui. Alors, j'ai 3 petites questions, parce qu'on ne connaît pas les bases. Est-ce que vous pouvez nous dire les chiffres? D'accord, chiffre de... On n'a pas le droit de faire circuler, il paraît. Le nombre d'esclaves et leur évolution dans le temps. Et puis ma question, parce que là, je ne connais pas du tout la réponse, est-ce qu'il y a eu abolition de la traite et de l'esclavage dans l'Empire ottoman ou rien jusqu'à la chute de l'Empire ottoman? Parce qu'on connaît le cas du Brésil, de la France, de l'Angleterre, mais on ne connaît pas l'Empire ottoman. Voilà. Et là, vous nous avez surpris comme c'était dit au départ. Oui, alors donc les questions portaient sur l'Empire ottoman, d'abord par volonté de savoir le nombre de chiffres, de proportion d'esclaves dans la population et l'évolution, et aussi est-ce qu'il y a eu une fin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des abolitions de traite dans l'Empire ottoman. Khairi, et je me permettrai aussi de répondre. D'accord. On n'a pas de chiffres exacts. De toute façon, c'est très difficile avant le 19e, 20e siècle de calculer aussi le nombre exact d'habitants dans l'Empire ottoman. Il n'y a pas de recensement exhaustif. Donc, il y a plutôt des calculs de feux fiscaux et voilà, le facteur multiplicateur pour estimer le nombre d'habitants, ça peut varier de 3 à 8. Et donc, c'est un énorme écart par nombre de feux fiscaux.
Certains historiens prenaient le chiffre de 5, mais c'est pas justifié en soi. Et puis, on a, par exemple, des registres douaniers où on a, par échelle commerciale, le nombre d'entrées annuelles d'esclaves. Et ne serait-ce que du côté de la mer Noire, par exemple, du nord de la mer Noire, en provenance de la Pologne, Lituanie, de la Moscovie, de l'Ukraine, etc., on a estimé surtout au paroxysme, disons, du commerce des esclaves, au 16e, 17e, on estime une entrée annuelle autour de 10 000 esclaves par an. Voilà. Ce qui peut aussi faire, 1 million par siècle, ne serait-ce que du côté de la mer Noire, sachant que, les esclaves ont d'autres provenances géographiques. Il y a eu de la suppression de la traite au milieu du 19e siècle, donc avec à quelques reprises à partir des années 1850, d'ailleurs qui ont concerné d'abord la traite des esclaves noirs africains et puis la traite des esclaves du Caucase, ce qui n'a pas été suivi d'une abolition de l'esclavage en tant que tel, et même le commerce illégal s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle. Et donc, de facto, il y a une abolition avec l'instauration de la République, mais il n'y a pas eu d'acte d'abolition officielle législative. Et d'ailleurs, c'est pour une raison, disons, un peu de nature religieuse et juridique. Disons que comme le droit de l'esclavage est fondé plutôt en droit divin, musulman, il n'incombait pas aux êtres humains d'abolir, disons. Mais la suppression de la traite, ça s'est fait aussi sous la pression, notamment anglaise. Et il y avait, comme à l'époque d'ailleurs, au début du 19e siècle, c'était le calcul des Anglais, mais ils se sont rendus compte que c'était, disons, une illusion. Le présupposé, c'était que puisqu'on va cesser le flux commercial, il y aura une extinction naturelle graduelle, ce qui n'était pas le cas parce que les mêmes élites qui légiféraient sur la suppression de la traite continuaient d'acheter aux Noirs, par exemple, des esclaves pour leur propre maisonnée. Oui, je vais peut-être rebondir sur ça à partir du cas du Maghreb ottoman. Alors sur les chiffres, on estime quand même que c'est des minorités dans les villes, et même si ce sont des minorités, c'est quand même important parce que ces esclaves aussi sont parmi les groupes d'élite en fait. Ils servent des grandes familles et parfois ils sont promus à des fonctions importantes. Donc même s'ils sont pas nombreux, ils ont quand même une importance sociale. Je serai bref aussi sur les abolitions en fait. Donc à partir du Congrès de Vienne, les Européens agissent militairement pour empêcher l'asservissement des chrétiens. Donc aux années 1820, début des années 1820, il n'y a plus beaucoup d'esclaves chrétiens dans le nord de l'Afrique, comme il y a très peu d'esclaves musulmans en Europe. Et il faut voir aussi la partie symétrique. Il y en a eu de manière tout à fait proportionnelle et symétrique sur les deux rives de la Méditerranée. Après 1816, je vais vous surprendre, mais les Britanniques interviennent pour pousser à des formes d'abolition des traites, d'abord, donc des commerces, puis ensuite des possessions. Et un des premiers pays à pousser vers cet type d'abolition des traites, avant même l'abolition de 1848 en France, c'est la Tunisie en 1846. Donc je tiens aussi à vous surprendre de cette manière-là. Et ces processus d'abolition sont très progressifs. Ils n'ont pas d'effet comme ça du jour au lendemain. Et encore dans l'entre-deux-guerres, comme le disait Khayri, il y a des trafics clandestins. Sachant que ces trafics clandestins dans les zones coloniales du Maghreb, ils ne profitent pas simplement aux populations locales, mais aussi parmi les coloniaux, on retrouve aussi des gens qui ont des domestiques qui sont issus de ces trafics clandestins. Si je peux ajouter juste très brièvement, sur le plan démographique, on peut dire qu'il y a de 1 à 10% dans la population urbaine des esclaves, donc notamment au 15e, 16e siècle. Et puis, à cause de la pratique très répandue de l'affranchissement, en fait, n'importe qui dans l'ancienne géographie de l'Empire ottoman peut avoir des ancêtres esclaves, sans le savoir. Parce que, de toute façon, c'est plus facile, disons, d'en perdre les traces parce que c'est pas un système, disons, racialisé, etc. Il y a une question, oui, monsieur. Je vous en prie. Dans l'intégration de l'esclavage à l'histoire de la révolution industrielle, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une place au travail des enfants, tel qu'on l'a vu chez nous au XIXe siècle, on le voit encore à travers le monde. On ne peut pas croire qu'un enfant de 10 ans s'appartient. Ce n'est pas un travailleur libre. Donc ça, il me semble que ça rentre... Donc quelle place pour le travail des enfants dans la perception de cette question
Je ne sais pas, Aurélien? Oui. Oui, ben justement, c'est un très bon exemple qui confirme cette continuité dans la façon de considérer le travail dans le capitalisme industriel. C'est que, par exemple, les âges considérés comme âge actif pour les esclaves dans les plantations, c'est 10 ans. C'est 10 ans, c'est la date, enfin, ça varie, mais disons que c'est à partir de cet âge on les considère comme des actifs, des esclaves qui travaillent. Et donc, on voit très bien comment ces catégories d'âge sont aussi celles de l'industrie. Alors, parfois même beaucoup plus jeunes, hein, mais c'est ce qui est, disons, commun, c'est le fait que, justement, la question de la santé des enfants, du développement des enfants, ne fasse pas partie de la façon dont on considère l'activité, le travail. C'est déconnecté, et de ce fait, on peut considérer tout individu en mesure de travailler comme des travailleurs et pas comme des enfants. Voilà. Pas d'autres... Non, mais c'est dans le Capital, Marx le dit explicitement. Il parle du travail des enfants et des femmes pour dénoncer la grande fiction de l'Europe démocratique libérale, des individus qui ne sont en réalité pas des sujets, qu'on ne reconnaît pas comme des sujets capables par eux-mêmes de contracter un travail, enfin de contracter, d'être sur le marché du travail, sont pourtant soumis au travail. Mais moi, j'ai rien à dire. Oui, moi je ne vais pas prendre la parole parce qu'il y a d'autres questions, mais je vous en prie. Madame. Oui. Madame a dit, en citant les travaux de Madame Dominique Rogers, qui travaille sur les sociétés coloniales, que certains maîtres pouvaient travailler sous les ordres de leurs esclaves. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, parce que dès 1685, on a bien une société, même s'il y a la complexité de l'esclavage, on a bien d'un côté les maîtres et de l'autre côté des esclaves. Alors même si certains travaillent, par exemple, à Saint-Pierre, et ne sont pas sur la plantation, enfin moi, je n'ai jamais eu d'exemple de maîtres travaillant pour leur esclaves. Alors peut-être que c'est une façon, j'ai tiré l'expression peut-être trop loin. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, dans des ateliers d'activités d'artisanat, on peut avoir des situations où il y a un maître donc qui possède un esclave qui est peut-être plus compétent que lui sur l'activité qu'il commercialise, et que ça, c'est ce qu'on peut trouver comme situation. Avec parfois aussi dans ce même atelier un travailleur libre, et que donc c'est dans ces situations beaucoup plus complexes que simplement le travail sur la plantation, surveillé par équipe, etc. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a pas de maître travaillant pour un esclave, parce que ce qui a permis d'obtenir ces sociétés coloniales, c'est bien cette dichotomie qui montre que le maître a tout pouvoir et a même le droit de mort sur son esclave, par exemple, qui a pris la fuite. Ça commence par le jarret coupé. Si ça se reproduit, il peut être mis à mort, pendu à Saint-Pierre. À aucun moment, l'esclave ne peut donner un ordre à son maître. Tout à fait. Donner un ordre, je voulais dire, dans le sens où justement il faut différencier la situation de travail et l'activité elle-même, qui n'est pas toujours comme on se l'imagine, et que précisément la condition esclave est liée, enfin c'est ce que vous évoquez ici. Ça ne disparaît pas. La situation de pouvoir donner une instruction à son propriétaire peut être constatée, ça peut se passer, mais en aucun cas ça ne renvoie les pouvoirs ou ça ne renvoie les situations de domination. Oui, qui s'appellent juste les nègres à talent. Les nègres à talent qui font des choses qu'on peut considérer pour des esclaves comme étant extraordinaires. Ils existent. Bien sûr, c'est ça. Exactement. Ils ne pourraient penser. Tout à fait. On pourrait supposer qu'ils soient des donneurs d'ordre. À mon sens. D'accord. Alors c'est vrai que l'expression était peut-être trop marquée, mais je suis complètement d'accord avec vous. Oui, d'autres questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Et je reprendrai si on ne vous entend pas, d'accord? Ah oui.
si quelqu'un veut revenir sur les corporations au Moyen-Âge, on n'a pas de médiévistes parmi nous, mais il y a des formes corporatives dans l'Empire ottoman quand même. Oui, disons que dans le cadre des corporations, éventuellement, il y a des membres de corporations propriétaires d'esclaves, hein, donc qui font travailler dans l'arrière-boutique, dans leurs ateliers, etc. Les esclaves, donc, qu'ils forment aussi éventuellement, sans qu'ils soient intégrés nécessairement à la corporation, d'ailleurs, avec leur statut juridique. Et ils ne sont pas en mesure de le faire. Mais, par exemple, ça permet aussi de faire le lien avec la question du monsieur à propos du travail des enfants, par exemple, à l'époque de l'industrialisation. Et, quand on regarde le cas des apprentis, justement, qui sont déjà logés, nourris et formés au métier, disons, pendant un certain temps, il y a une certaine, mise en valeur, voilà, de leurs compétences professionnelles, disons, potentielles. Et il y a une certaine transaction marchande opérée avec la famille aussi, même si voilà, il ne s'agit pas d'avoir exactement les mêmes droits sur l'apprenti que sur un esclave, bien sûr, mais en tout cas, sauf la partie, disons, transaction commerciale et droits de propriété, un esclave jeune, acheté, formé à un métier, hébergé et nourri, ne diffère pas toujours du cas d'un apprenti qui aura éventuellement vocation à intégrer la corporation pour accéder ensuite à un statut de travailleur plutôt privilégié dans la société. D'ailleurs, à cet égard, on a pas mal évoqué le salariat. Du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, en gros, ça correspond à une forme de travail théoriquement libre, juridiquement libre, tout en étant extrêmement précaire, marginalisé et disons vraiment en bas de l'échelle sociale. Et notamment quand on songe au statut et à la situation concrète des journaliers sur plusieurs siècles, que ce soit dans le monde urbain, artisanal ou sur les champs agricoles. Donc, ça, par exemple, on peut y songer en pensant ensuite à la transformation du salariat à l'ère industrielle, disons jusqu'au milieu, voire fin du XXe siècle, où ça commence à devenir, surtout aujourd'hui avec voilà, des bêtises comme l'auto-entrepreneuriat, etc. Là, le salariat du XXe siècle devient quelque chose de souhaitable à reconquérir, d'ailleurs qui est en transformation, disons, destructrice par le capitalisme des 20-30 dernières années, justement, où il n'est plus envisageable même de recruter des gens sur des CDI avec les droits sociaux qui vont avec, etc., parce que c'est trop coûteux. Sauf que on n'assure pas non plus ça part d'une anthropologie pessimiste voilà, qui part du principe que si on ne contraint pas par toutes les manières les individus, surtout il s'agit pas de leur donner des conditions matérielles, disons, plus ou moins confortables, parce que l'idée c'est qu'ils ne vont pas être suffisamment productifs. Sauf que on peut aussi miser sur le contraire absolu. D'autres questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Oui, donc la place du travail domestique. Oui, je vais repartir de votre question et ensuite je laisserai la parole aux participants à ce table ronde. Je faisais la distinction parce qu'en fait, au XIXe siècle, quand les Britanniques justement poussent à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire ottoman, les Ottomans se défendent en disant nous c'est de l'esclavage domestique et c'est pas l'esclavage de plantation et c'est différent en fait. Et nous du coup on traite moins mal. Je ne reprends pas à mon compte ce discours, je dis quel était le discours des acteurs à l'époque. On traite moins mal nos propres esclaves et ils font presque partie de la famille, en fait. C'est pour ça que je revenais sur la distinction, qui était la distinction comme ça défensive face aux Britanniques. Si d'autres veulent revenir sur ces formes de distinction et en quoi elles sont problématiques et justement ne sont pas forcément très utiles sur la question du travail et du lien travail-esclavage.
Oui, c'est le discours un peu typique sur l'esclavage doux, justement, qui a lieu au sein de la famille, etc. Et les esclaves seraient juste des nouveaux membres de la famille un peu étendus. Sauf que, justement, ils continuent d'être possédés en tant que propriété, en tant que marchandise. Disons que dans l'espace domestique, il y a bien sûr certains types de spécialisation professionnelle. Hein. Juste, c'est un peu plus difficile juste à quantifier, en fait. Donc, si on veut vraiment prendre en considération l'extraction marchande faite du travail des esclaves dans l'espace domestique. Et d'ailleurs, voilà, ça va du jardinage jusqu'à la cuisine, en passant par la reproduction, etc. Et le fait d'élever des enfants dans la maisonnée. Mais un indice qu'on peut avoir, par exemple, par rapport aussi au travail domestique féminin en général, hein, donc sans que ce soit des femmes possédées comme esclaves. Par exemple, quand on a des chiffres sur le salaire versé à des journaliers domestiques, là, par exemple, on peut voir les économies réalisées par le fait de posséder des esclaves à la maison. C'est le salaire qu'on ne paye pas, par exemple. Mais il y a des cas aussi où on a des domestiques salariés qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, de quitter la maison de l'employeur tellement le salaire est maigre qu'il n'y a pas les conditions de vie autonomes grâce à cette paye. Mais moi, je pense quand même que sur le fond, la notion même d'esclavage domestique, elle pose problème. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit une catégorie très opérante. D'abord parce qu'elle a effectivement, comme le disait Mohamed, elle a une dimension morale très souvent, c'est-à-dire qu'elle consiste à nommer un type d'esclavage qui serait plus doux parce qu'il serait intégrateur à l'ordre de la famille, ce qui renvoie en dernière instance à l'idée que la famille est un lieu d'intégration et de pacification. Alors, bon, c'est aussi un lieu de violence extrême, et la condition des esclaves domestiques est peut-être la pire des conditions très souvent qu'on peut trouver. Mais surtout, l'idée d'un esclavage domestique qu'on sépare d'un esclavage productif, ça empêche de voir qu'une société, elle a une base productive et reproductive, et que les deux sont toujours articulés. Que la base reproductive est essentielle à l'existence d'une base productive, et que donc il faut à chaque fois penser les deux ensemble. Donc c'est une catégorie que je trouve mal. En fait, elle est problématique. Si on veut décrire juste des esclaves qui sont dans les demeures et qui accomplissent des tâches à l'intérieur des maisons, d'accord. Mais enfin, après, elle empêche de voir plein de choses si on l'isole trop du reste des formes d'esclavage. Oui, je voudrais compléter de deux manières. D'abord en disant que le travail domestique reste aujourd'hui l'espace social qui a le plus fort héritage de ces pratiques esclavagistes. Et je pense par exemple au Brésil, mais il y aurait bien d'autres sociétés contemporaines qui le montrent. Et que donc c'est un petit peu la boîte noire, disons, qui a peut-être été moins observée, réfléchie, travaillée, et qu'il y a des continuités très fortes dans les formes de travail actuelles, du travail domestique qui n'est pas soumis, disons, à la réflexion et au droit, tout simplement, du travail dans beaucoup de pays. Et l'autre façon de répondre, c'est de dire justement combien le travail domestique a été peu pris en compte. Je parlais tout à l'heure des économistes, des physiocrates qui faisaient des calculs de probabilité, etc. Justement, c'est une variable qui n'apparaît pas parce que précisément, leur vision du travail et la construction de leur notion de travail, ils ne sont pas capables de prendre en compte. Ils ne voient pas en fait que derrière l'activité d'un individu, il y a toute une activité domestique qui est nécessaire à son entretien, sa nourriture, sa vie affective, etc. Et finalement, ils vont simplement se contenter de dire que du fait du travail libre et du fait du consentement au travail, c'est en fait l'individu qui va prendre à sa charge la gestion du domestique, en fait. Il va fonder une famille, il va vouloir avoir des enfants, il va avoir une propriété, vouloir faire hériter ses descendants, etc. Or, ça a ses limites, bien sûr, puisqu'il ne s'est jamais pris en compte. Et on voit, par exemple, comment dans différents espaces coloniaux au début du XXe siècle, précisément,
on réintroduit cette notion de travail domestique en pensant que désormais, il faut accompagner les travailleurs qui se déplacent, travail forcé plus ou moins, contraint, de leurs femmes, de leur famille, et que si les femmes refusent d'accompagner, c'est un problème parce que ces travailleurs ne sont pas pris en charge, etc. Et ça redevient une question qui rentre dans la comptabilité du travail colonial, mais très tardivement. Alors, Paul Ismar doit nous quitter pour une autre présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans les 5 minutes qui nous restent avant. Vous-même, vous avez tout un travail pour faire la queue pour d'autres ateliers. Donc, c'est d'une politesse extrême. Je pense qu'on va lever la séance. On vous remercie beaucoup pour votre patience, vos questions. Et je tiens à remercier les intervenants.